Quels sont les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier qui permettent de réduire l'aléa moral des banques? La réglementation a été variable selon les époques et le contexte. Les banques ont en effet une place centrale dans le système financier, et le système financier a une influence forte sur la croissance économique. Dans ces conditions, il est nécessaire de prévenir les crises bancaires et financières par une réglementation. Or, cette réglementation varie selon le contexte, mais elle est indispensable pour éviter les crises financières. Des années 30 aux années 1970, il y a eu une régulation des banques et de la finance. La crise des années 30 est une crise boursière, qui s'explique notamment par le fait que les banques avaient prêté pour acheter des actions, et elles se contentaient de prendre les actions en garantie des prix. Il y a alors création d'une bulle spéculative, et quand elle explose et génère un krach, les banques ne sont pas remboursées. Elles font alors faillite, ce qui réduit les crédits accordés à l'économie. Dans ces conditions, les autorités vont mettre en place deux types de réglementation. La première est l'interdiction de la banque universelle. D'un côté, les banques de dépôt ne peuvent détenir des actions. De l'autre, les banques d'investissement ne peuvent collecter de dépôts. La deuxième réglementation est l'instauration d'un filet de sécurité public. L'État garantit les dépôts bancaires pour limiter le risque de bank run. Or, cette réglementation a des limites. En effet, elle a été certes efficace lors des 30 Glorieuses, puisqu'il n'y a eu aucune crise financière majeure. Cependant, cette régulation empêche la prise de risque, et donc entrave la croissance. Les économistes libéraux vont alors demander l'assouplissement de la régulation, c'est-à-dire un processus d'assouplissement ou de suppression des réglementations nationales qui régissent et restreignent la circulation des capitaux. La déréglementation doit avoir des intérêts. En théorie, la discipline de marché va assurer l'autorégulation, puisque les mécanismes internes à la banque et ceux du marché se complètent et fonctionnent. Car il n'y a pas d'asymétrie d'information qui entraverait le contrôle gestionnaire de la banque par les actionnaires et les déposants. Ainsi, ces mécanismes internes à la banque et ceux du marché se complètent et fonctionnent, notamment par le fait d'une gouvernance d'entreprise qui va être basée sur la transparence. La publication de l'information doit être pertinente. Sur l'organisation d'un processus de décision fiable. Et enfin, sur un contrôle externe fiable et objectif, réalisé par des agences de notation. Cependant, cette déréglementation a aussi des limites, qui résultent des défaillances du marché, l'aléa moral et l'asymétrie d'information. Ainsi, la déréglementation génère des effets externes négatifs. C'est l'aléa moral qui est le principal risque lié aux activités bancaires et financières. On peut définir l'aléa moral de deux manières. D'abord, c'est un risque de crise bancaire qui résulte des décisions prises par les agents, qui cherchent à maximiser leur utilité individuelle sans avoir à supporter pleinement les conséquences négatives collectives de leur action. Ou bien, cela peut être défini par le fait que les emprunteurs et les prêteurs évaluent les risques qu'ils prennent aujourd'hui sur les marchés financiers en fonction de l'assistance qu'ils escomptent recevoir des autorités monétaires en cas de difficultés futures. Or, cet aléa moral va contribuer aux crises financières. En effet, les banques s'engagent dans des opérations risquées. Il y a donc un risque de faillite et une perte d'argent pour ses créanciers. Et c'est ici que l'aléa moral apparaît. En effet, les créanciers font confiance à la banque, mais ne peuvent contrôler l'utilisation des fonds. La banque peut alors adopter un comportement plus risqué que celui souhaité par ses créanciers. Ce risque de faillite devrait théoriquement pousser les agents à éviter les comportements risqués. Or, comme les banques ont un rôle majeur dans l'économie, les États vont les protéger en intervenant, en sauvant les banques de la faillite avec des fonds publics. C'est ce que dit Miskin, pile je gagne, face le contribuable perd. Cela va augmenter la prise de risque des banques, puisqu'elles anticipent qu'elles seront sauvées automatiquement. Cet aléa moral va être renforcé par l'existence de banques dites systémiques. Ce sont des banques de très grande taille ou susceptibles d'entraîner d'autres banques dans leur chute. Une banque systémique ne peut pas faire faillite. Elle sait qu'elle sera sauvée par les États puisqu'elle est too big to fail. Ainsi, la banque va être incitée à augmenter sa prise de risque. Et donc, les autorités vont alors tenter de contrôler l'activité des banques en limitant l'aléa moral.
Étudions maintenant les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier. La réglementation financière est l'ensemble de règles, d'incitations et de pratiques des autorités publiques qui visent à instaurer et à maintenir la stabilité financière. On peut définir la stabilité financière comme la capacité du système financier à absorber des chocs sans provoquer de processus cumulatifs qui empêchent l'allocation des financements. Cette réglementation bancaire va développer 3 éléments interdépendants. Le premier, c'est la fonction du prêteur en dernier ressort, exercée par la Banque centrale et l'État. Le deuxième est la politique microprudentielle. L'objectif est de maintenir des établissements de crédit sains, solvables et solides. Le troisième est la politique macroprudentielle. Ici, il faut mettre en œuvre une architecture cohérente et efficace des institutions et des réglementations. Première réglementation, la fonction de prêteur en dernier ressort. Il faut ici préserver du bank run. L'État doit alors garantir une partie des dépôts. Or, il y a un risque d'aléa moral qui incite la banque à prendre des risques. 2 solutions vont alors être mises en place pour limiter la prise de risque. En cas de sauvetage par adossement, c'est-à-dire quand une banque en difficulté est adossée à une banque plus solide, les gestionnaires de la banque sont licenciés et les actionnaires perdent leur apport. Deuxième cas, en cas de sauvetage par indemnisation des déposants. Les déposants ayant des montants supérieurs au plafond de remboursement ne seront pas totalement remboursés, ils sont donc incités à surveiller la banque. Il y a aussi une réglementation internationale, les accords de Bâle, qui vont viser à articuler contrôle micro et macroprudentiel. Ces accords de Bâle sont basés sur 3 piliers. D'abord, définir des normes de fonds propres pour limiter le risque de défaut. Ensuite, assurer une supervision du système bancaire pour anticiper la crise financière. Et enfin, assurer une discipline de marché pour limiter la prise de risque. En effet, la crise financière de 2008 a mis en avant les limites du dispositif de Bâle 1 et 2. Le niveau de fonds propres des établissements financiers était insuffisant par rapport aux risques encourus par leurs activités, du fait des innovations financières, de la taille des banques et de l'aléa morale. Ainsi, les accords de Bâle 3 ont pour but de renforcer la solvabilité des banques dans un contexte de crise. En augmentant la quantité des fonds propres réglementaires, en introduisant la qualité des fonds propres réglementaires, en créant des normes de solvabilité, en instituant un nouveau ratio destiné à limiter le recours abusif à l'effet de levier, et enfin, avec différents éléments macroprudentiels visant à contenir le risque systémique. Ainsi, dans Bâle 3, le ratio de solvabilité doit être de 8%. C'est-à-dire que les fonds propres doivent représenter au minimum 8% des engagements des banques. Ainsi, en allouant plus de fonds propres de meilleure qualité aux activités les plus risquées, la solvabilité des banques est plus grande. Il y a aussi un coussin de conservation d'un taux de 2,5%. L'objectif est de faire face aux pertes possibles des banques en cas de crise. Ainsi, 10,5% des engagements sous forme de fonds propres sont demandés aux banques. Ensuite, il y a un coussin de sécurité contracyclique entre 0 et 2,5% des engagements. L'objectif est de faire varier le ratio contracyclique en fonction de la conjoncture économique. Ainsi, dans une phase ascendante du cycle économique, ce taux peut être fixé à 2,5%. L'objectif est de limiter la prise de risque et la croissance trop forte des crédits dans une période d'euphorie. En revanche, dans une période de ralentissement, ce taux peut être amené à 0% pour inciter au contraire les banques à accorder des crédits. Ainsi, au total, une banque doit avoir 13% de ses engagements sous forme de fonds propres. La supervision des banques dans l'Union européenne va être faite par le système européen des banques centrales. Le système européen des banques centrales est composé des banques centrales nationales et la Banque centrale européenne. Il va y avoir une supervision unique, puisque l'objectif est d'avoir un cadre réglementaire unique au sein de l'Union européenne malgré la diversité des pays. Ainsi, la BCE va surveiller les banques les plus grandes, les plus importantes. Et celles-ci vont avoir des contraintes supplémentaires en termes de ratio. Les banques centrales nationales, elles, vont surveiller les banques plus petites. En conclusion, on peut se rendre compte que le durcissement des règles qui visent à renforcer les fonds propres
en particulier des banques systémiques, et à les soumettre à des stress tests afin de vérifier leur solidité, a à la fois des avantages et des inconvénients. Quels sont les avantages? Le premier, c'est d'avoir un matelas plus gros, de meilleure qualité et contracyclique. Il y a alors une réduction du risque de défaut et de panique bancaire. Ensuite, cela permet d'internaliser les coûts de la prise de risque, donc de responsabiliser les banques. Elles sont obligées d'assurer un renflouement interne, et donc les créanciers de la banque sont mis à contribution, mais aussi à recapitaliser les banques en difficulté. C'est par un fonds alimenté par les banques elles-mêmes en fonction de leur taille. Cependant, il y a aussi des inconvénients. L'augmentation du coût de l'intermédiation entraîne une augmentation du coût du financement. De plus, les règles prudentielles peuvent désinciter les banques à financer des projets innovants mais risqués. Ainsi, un rapport de 2019 estime que les exigences en capital de Bâle III allaient entraîner une réduction permanente du PIB européen d'environ 0,5%. Ensuite, il y a un développement du shadow banking, c'est-à-dire des acteurs qui n'appartiennent pas au système bancaire traditionnel et qui ne sont donc pas soumis aux mêmes règles prudentielles de contrôle, mais qui conduisent des activités similaires à celles des banques. Ils représentent aujourd'hui 48% des actifs financiers mondiaux. Or, il y a un effet pervers à l'augmentation du contrôle des banques, puisque se développe un secteur moins contrôlé qui est porteur de risques beaucoup plus grands. Ainsi, les instances internationales promeuvent à terme l'adoption d'un cadre commun au système bancaire et au shadow banking.